Madame Chabi sur cette communication qui a porté sur la vidéo éducative et les dispositifs visuels numériques, qui sont des leviers importants pour des pratiques véritablement inclusives. Ils rendent les savoirs plus accessibles, diversifient les chemins d'apprentissage et offrent à chacun la possibilité de comprendre, d'agir et de progresser selon ses besoins. Merci infiniment à tous les intervenants. Et maintenant, j'ouvre la session de discussion. Nous avons à peu près 20 à 30 minutes, pas plus. Répondre aux questions. Bon, il n'y a pas de question, mais j'ai très envie de remercier la jeune doctorante qui quand même continue quand même le chemin qui entreprend en France, en Maroc, on régit de la même manière. C'est formidable et je suis très très contente de participer à cette table ronde avec la jeunesse qui applique. Bonjour, c'est très difficile d'interagir parmi les Merci de vous présenter, madame. Khadija Karfaoui, professeur de sociologie à la faculté Mohammedia. C'est très difficile d'interagir avec ce type de présentation, mais peut-être c'est beaucoup plus pour exprimer notre interaction émotionnelle et l'impact émotionnel de ces pédagogies actives et ces méthodes et stratégies pédagogiques. J'ai senti, donc j'ai voyagé dans le temps, j'ai voyagé dans l'espace, je suis vraiment, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres émotions. Je me suis connectée avec l'au-delà de cet espace où on est. Avec, bien sûr, ça a réveillé en moi la mémoire de certains passages dans mon parcours d'étudiante. Peut-être les enseignants qui ont utilisé donc, ces méthodes quand j'étais étudiante en formation d'assistance sociale, ça m'a rappelé certaines séquences au cinéma en 2003. Donc c'est vrai, c'était très émouvant. C'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie infiniment. C'est très intéressant. Et bravo. Merci Madame Karfaoui. Donc, deuxième intervention. Et s'il vous plaît, on aimerait bien avoir des questions pour donner l'occasion aux nous intervenants pour réagir avec. Oui, Madame. Alors, ouais. Bon, la question c'est pour Madame Amita, c'est ça? Alors, tout d'abord, merci. J'ai une simple question. Pensez-vous que le VR ou bien la réalité augmentée aujourd'hui à la présence de l'IA, ça va aider de favoriser l'inclusion? Vous pouvez répéter un peu? Je n'ai pas très bien compris. D'accord. Pensez-vous que le VR ou bien la réalité augmentée, aujourd'hui à la présence de l'IA, l'intelligence artificielle, ça va aider de favoriser l'inclusion? Je pense qu'il
c'est ce qu'on a présenté aujourd'hui et ce qu'ils font les recherches qu'on a présentées, et on y croit. Alors, est-ce que ça va favoriser l'inclusion? On espère aussi, parce qu'on y travaille pour cela. Ce que je peux dire de ma part et de la part de recherche que je fais, que la participation des spécialistes dans la conception de ces nouveaux outils, et là on parle d'éducation artistique et culturelle et des pratiques artistiques, est très importante. Parce que justement, on va essayer de développer des outils de qualité, parce qu'ils vont être justement développés par des spécialistes de ces matières. Et donc, on va s'en occuper, on essaie de s'occuper justement de ce sujet, comment ils peuvent devenir inclusifs et accessibles à tous. Merci pour ces démonstrations et j'allais dire perspectives qui en découlent. Ma question et c'est valable pour les trois, puisque on le voit en France se développe, là je m'adresse à Marie concernant l'audiodescription, puisque désormais même les affiches de cinéma vont être audio-décrites avec des affiches parlantes, ce qui est un objet aussi d'emploi des personnes en situation de handicap visuel ici. Dans votre recherche, madame, tout autant dans la vôtre, est-ce que vous faites appel à des experts, dites-vous, mais est-ce que les experts peuvent être aussi eux-mêmes en situation de handicap? Je pense neuroatypique, spectre autistique, extrêmement attentif, voire sourd, extrêmement attentif à l'image. Est-ce que c'est aussi une perspective de développement de compétences et donc d'emploi? C'est ce qu'on appelle la pérédance. Donc, encore une fois, dans l'espoir, qui c'est une perspective, je ne pourrais pas donner des exemples concrets parce que les recherches que je fais et les projets que je mène, je travaille avec des recherches et des chercheurs qui s'en occupent de ces questions-là. Donc, évidemment, ça ne peut pas être qui est porté par une personne. Donc, évidemment, les spécialistes, et quand vous dites les gens qui habitent ces questions par leur mode de vie, leur mode de compréhension du sujet, c'est extrêmement intéressant. Ça serait très intéressant et même nécessaire d'inclure dans ce réseau. Donc, perspective, oui. Après, est-ce qu'on arrivera à se réunir autour d'une table comme on fait aujourd'hui? Déjà rien que pour entreprendre cette démarche, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Merci pour la question. Non, mais je vous en prie, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'est plus temps que le handicap rime avec générosité, gratuité. Donc je pense que c'est important aussi que l'on rémunère les personnes en raison de leur expertise et apport. Alors, il y a en France quelque chose qui est évident. Lorsque l'on travaille en audio-description, on réalise la version de décrire un film, il faut un auteur de texte audio-descriptif et lorsqu'il a établi une première version de son texte, qu'il s'agisse du cinéma, du spectacle vivant, des arts plastiques, de la photographie, de la peinture, du patrimoine architectural, il relit la première version de son texte descriptif avec une personne qui est un collaborateur aveugle et qui est choisi et embauché, donc il signe un contrat de travail, il est rémunéré pour ses compétences. Il se trouve qu'il est en situation de handicap visuel, mais il a été formé et il est rémunéré pour ses compétences. Et en ce moment, en France, il y a une bataille qui consiste à obliger les laboratoires, les lieux qui commanditent des versions de décrites, à faire travailler absolument à chaque réalisation de descriptive un collaborateur aveugle, ce qui n'est pas encore acquis. Et juste pour terminer, je vous raconte cette histoire. J'ai donc commencé mon chemin avec les descriptions en faisant des ateliers de pratique artistique audio-descriptive.
Et il n'y a pas très longtemps, je croise quelqu'un dans la rue qui me dit bonjour Marie. Je dis bonjour, excusez-moi, je ne sais pas qui vous êtes. Et il me dit c'est Kevin. Et je dis d'accord. Et donc il me dit eh bien, je vous ai rencontré il y a déjà 20 ans. Vous veniez à un atelier d'autodescription dans mon collège. J'ai trouvé ça incroyable. Et après, j'ai voulu travailler dans l'autodescription. Et aujourd'hui, je suis collaborateur avec à l'autodescription. C'est impossible. Merci pour la réponse. Je confirme. Je vais vous parler juste de ma petite expérience. Normalement, pour l'expérience, ce n'était pas un travail individuel, mais c'était un travail d'équipe. Il y avait une association, il y avait des psychologues, des psychomotrices et un phonologue. Donc, il y avait des études et on a vu une amélioration dans l'utilisation des vidéos interactives. J'ai posé une question après 2 ans d'expérience. Ils ont eu de très bonnes notes. Donc selon l'équipe, il y a de très bonnes perspectives pour une bonne amélioration et un bon développement de l'utilisation de l'interactivité et de l'inclusion scolaire. Donc demain, ce sont des experts qu'on pourra embaucher. Merci pour cette perspective. Je reviens juste, c'est intéressant et merci pour ce retour, pour vous dire que moi-même j'ai du mal à obtenir le contrat universitaire pour mener ces recherches. Mais le ministère de la Culture en France s'appuie beaucoup sur le sujet du handicap et de l'emploi. Donc voilà un argument pour obtenir des budgets. Merci. Une dernière question. Ah. La dame au fond. Oui. Ah, voilà. Bonjour, merci mesdames pour vos interventions. Je réagis avec Madame Marie. Vous avez donné. Merci d'abord parce que vous nous avez permis de redécouvrir notre œuvre dedans, déjà. Ma question porte sur la différence entre le travail professionnel que vous faites pour décrire chaque séquence du film, trouver les mots justes, trouver le ton de voix et tout, et le travail que vous faites avec les enfants, voyants et non-voyants, pour décrire et trouver les mots justes et le ton pour travailler avec, pour enregistrer leur description à eux. Et je vous demande, est-ce que, je trouve que c'est un travail bénéfique pour les non-voyants, mais aussi pour les enfants voyants qui sont inondés par l'abondance de l'image aujourd'hui. Merci madame. Que le micro. Je vais répondre Après. Bonjour. Merci beaucoup. Un grand merci au comité organisationnel. Je voudrais juste dire un petit mot comme feedback à Madame Arnaud. Madame, je vous remercie énormément. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur la reconstruction mentale de l'image chez une personne non-voyante. Alors, je voudrais dire qu'une personne non-voyante peut reconstruire les images mentales en exploitant la puissance de la visualisation, surtout si nous passons d'un modèle d'accessibilité basé sur juste la traduction de l'information visuelle à un modèle axé surtout sur des stratégies cognitives innovantes. Surtout que le rôle cognitif de l'image est essentiel concernant, par exemple, l'encodage de la mémoire, le raisonnement spatial, beaucoup de rôles cognitifs
l'image porte. Mais ces rôles cognitifs sont activés facilement pour une personne non-voyante par la vue d'une image. Mais pour une personne non-voyante, il faut certes adopter des moyens d'activer ces opérations mentales, même si l'entrée n'est pas la lumière. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci beaucoup. Alors, concernant l'intervention de Mme Aya, صراحة جيت في الأخر مي بغيت نوجه واحد التوجيه هو اسكو مدام آية يعني عندك une compréhension concernant la charte internationale ديال les droits des personnes en situation de handicap parce que la recherche scientifique توصلت للاشتغال في مجال الإعاقة داك الباحث يعني باغ اوبليغاسيون خص يكون على درايه بواحد المجموعه ديال الاشياء. بوركوا باسكو الفيلماج يعني لو فيلم لي زيماج ديال سميتو ديال لي فوتو سي انتردي ياك واخا تقول لي مثلا راه عندي ديجا راه كاين واحد اوتوريزاسيون مي نو كاين واحد التحفظ كبير جدا. وثاني شيء de respecter la tranche d'âge parce que un adolescent je pense que la tranche d'âge عندك 10 ans je pense il faut respecter يعني شنو محتاج بالضبط le besoin. Je pense que les élèves اللي كتشتغلي معاهم je pense ما كيحتاجوش كرة A B le rouge le noir. راه هذاك la transition vers la vie adulte كاين des sujets اللي هما liés la tranche d'âge. Alors les travaux ديالنا c'est mieux d'orienter notre travail sur de respecter la tranche d'âge parce que عندنا des حوايج اللي هما اساسيين في هذه الترانش داج هي لا ترانزيسيون فيغ لا في ادولت ماشي باسكو لابرونتيساج مثلا غادي نقولوا لامباكت ديال لا تكنولوجي سيغ لي زابرونتيساج عندي لي بيرسون سيتياسيون دو هانديكاب ا مون افي هذاك لامباكت il a besoin d'autres évaluations pour نشوفوا اسكو فريمون كاين لامباكت مي في هذه لا ترانش داج on cherche pas مثلا de développer les compétences cognitives mais de donner une opportunité d'inclusion. Et merci. Merci, M. Chahinabou. Donc, et la dernière. Parce que, comme vous le savez, donc, il y a quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ma question s'adresse plus à Madame Marie. D'abord, présentation, s'il vous plaît. Ouméma Neto, je suis doctorante à la faculté des sciences de l'éducation. Participante. Pardon. En fait, c'est pas vraiment une question, je veux rebondir sur ce qui a été présenté. En fait, quand on avait l'image du film, juste le son, en fait, il y a récemment, je viens de découvrir qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à visualiser des images de l'intérieur, en fait, qu'on appelle aphantasie. Et en fait, moi, quand j'avais cette expérience-là, quand j'ai fermé les yeux, je n'arrivais pas à voir l'image, donc je n'arrivais pas à visualiser, c'était tout noir. Et du coup, quand j'ai ouvert les yeux et quand j'ai eu cette expérience-là et que j'ai vu le film, en fait, l'impression que j'ai eue, c'était une surprise totale, parce que, oui, j'ai de l'imagination, mais je n'arriverai pas à décrire quelque chose qui m'a... Donc c'était toute une surprise pour moi et c'était juste pour partager ça avec vous. Voilà. Merci. Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous évoquez, c'était pour Marie, mais ce que vous évoquez, c'est on inclut ça dans nos recherches et surtout le travail sur le projet, parce que la première mission de pratique artistique musicale, c'est d'apprendre à écouter. Donc ça se rejoint avec effectivement toute la démarche de description. Merci. Alors je vais donc répondre avant puis après je reviendrai sur votre question, je vais essayer d'être brève. Juste, je voudrais réagir en disant 2 ou 3 petites choses et merci parce que je vais aller dans son sens.
On entend très souvent dire le cinéma c'est l'image, c'est l'image, c'est l'image. Quand on rentre dans la salle de cinéma, de fait, les fauteuils sont installés en gradin et ça nous conduit comme si on dégringolait vers le grand écran blanc, comme s'il n'y avait que ça. L'image, elle se voit, elle est palpable, on peut le son ne l'est pas, il est invisible. Et pourtant, un film, c'est une bande de son montée sur une bande d'image. C'est une bande de son montée sur une bande d'image. Et il faut arrêter de dire à tour de bras qu'il faut initier les enfants à la lecture de l'image et que les images seraient à décrypter. Parce que lorsqu'on va au cinéma, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et vous me pardonnerez, j'ai été très bousculée par le fait qu'on n'arrivait pas à retrouver les sons, et après le PowerPoint qui ne s'ouvrait pas, et après donc j'ai du mal à démarrer, je vous prie de m'en excuser vraiment. Ce qui est très important, c'est de comprendre que lorsqu'on ne voit pas, il ne s'agit pas de dire qu'il nous manque quelque chose. Il s'agit de dire du film, j'ai la bande-son. Et la bande-son au cinéma, ça n'est pas rien. Ce sont des voix, des ambiances, des bruitages, de la musique, du silence, qui ont été choisis par le réalisateur parce qu'ils participent complètement à sa mise en scène de cinéma et qu'elles nous font quelque chose. Et là, il n'est pas nécessaire d'avoir besoin de tout visualiser ce qui se passe sur la bande des images qui est projetée sur l'écran. Parce que sur les images qui sont projetées sur l'écran, il y a déjà beaucoup de choses que nous avons perçues dans la bande dessinée. Pas de manière égale, pas de manière... il n'y a pas de correspondance, mais dans l'intention de réalisation du cinéaste, cela a été perçu. Et il est inutile de le parler et de le décrire. Et je voulais dire autre chose, mais ça m'a échappé. Mais ça reviendra plus tard. Et c'est surtout cette idée qu'on ne décrit pas, la version décrite des films ne consiste pas, j'insiste, ne consiste pas à donner à voir. La version décrite consiste à transmettre une démarche artistique. Et cela ne se passe pas strictement par la vue. Parce que la perception cinématographique, la perception même d'un tableau qui n'a aucune bande-son, ne fonctionne pas strictement par la vue. Ça se passe d'une autre manière. Parce que tout notre corps est en alerte quand on a les yeux du dehors ouverts. Parce que le tableau se perçoit avec tous les pores de notre peau ouverts. C'est ce que Claire Bartoli appelle les yeux de peau, les yeux de ventre. C'est très important. Fernando Pessoa disait « J'écoute sans regarder et ainsi je crois ». Exactement. Et juste pour vous répondre, madame, je travaille de deux manières. Je pourrais vous dire, je vous réponds dans deux directions différentes. La première, j'ai la même exigence avec les enfants dans un groupe inclusif, c'est-à-dire qui travaille avec des enfants aveugles ou malvoyants, des enfants qui ne le sont pas. Le projet que vous avez vu là a été mené en plus avec des enfants inscrits dans une unité d'intégration qui était touchée par un handicap cognitif également. Donc c'était un grand nombre d'enfants qui avaient une appréhension de même tous différents. Et j'ai pour eux absolument la même exigence que je l'ai avec moi. C'est bien pour ça que le travail sur comment je suis devenue ours, la pièce de théâtre, est si beau et que la compagnie a dit on emporte avec nous et on le propose partout. Il n'y a aucune intransigeance, je ne dis pas oh, c'est pas très grave, c'est juste un atelier, ils sont petits. Je dis attends, il y a des spectateurs qui vont venir dans la salle, on va faire le travail correctement. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que l'enjeu pour moi dans ce cadre d'atelier qui travaille avec des enfants, qui mélange différents enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'audiodescription, je vais le dire d'une manière assez crue, ce n'est pas mon problème. Je n'en ai rien à faire. Et le handicap, ce n'est pas mon problème. Je n'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est que le groupe se constitue. Et le travail autour de la réalisation du descriptif met ça en branle.
Ce qui m'intéresse, c'est que les enfants partent avec un a priori qu'ils ont entendu de la bouche des adultes, qu'il y a entre eux des différences. Et moi, je les emmène vers, nous avons tous quelque chose en commun, cela s'appelle l'émotion. Nous allons la parler, nous allons découvrir un regard posé sur le monde par cette personne qui a réalisé qui a écrit la pièce de théâtre et qui l'a mise en scène. Ce regard n'est pas le vôtre, que vous soyez aveugle, que vous soyez malvoyant, que vous ne soyez pas aveugle, que vous ayez une déficience cognitive, mais nous allons travailler à partir de ce que ça vous fait, vous qui avez découvert cette pièce, pour essayer de comprendre quelle a été la démarche de l'auteur. Et comme vous avez tous une perception différente, nous allons poser toutes ces différences et nous allons voir ensemble comment toutes vos perceptions différentes éclairent une seule et unique démarche. Le travail de l'atelier, c'est apprendre à faire collectif. C'est ça la vraie démarche. Le travail de l'atelier, c'est que tout le monde arrive avec un et on écoute ce qui constitue chacun en propre. Et je reconnais ce que l'autre a de différent et nous faisons corps avec nos différences. Parce que le travail de la version de l'équipe, c'est un projet démocratique, c'est un projet politique et c'est ça le vrai projet de l'atelier, madame. Merci Madame Marine, Madame Ramita et Aya. Donc mesdames et messieurs, permettez-moi en conclusion de saluer la qualité des communications présentées au cours de cette session. Les analyses proposées ont mis en lumière avec une remarquable clarté la manière dont les technologies numériques reconfigurent les modes d'accès, de médiation et de participation aux pratiques artistiques dans une perspective d'inclusion accrue, soit à travers le jeu, le film ou bien la vidéo. Les pistes de réflexion qui ont émergé constituent autant d'appels à approfondir d'autres travaux et à renforcer les convergences entre recherche, innovation pédagogique et justice éducative. Je vous remercie toutes et à tous pour votre présence et je déclare session close en espérant qu'il nourrira durablement nos questionnements et nos futurs travaux.